Kiki Recio, quoi de neuf, mec? Des jours de vin et de rose, pour l'instant plutôt prometteur. On n'a pas arrêté quand tu es parti en vacances. Et après, je suis parti aux États-Unis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé et on s'était quitté en bon terme, mais là, on se retrouve encore mieux, non? Comment tu vas, mec? Ça va? Bonjour. Oui, oui. Franchement, en fait, on sort du meilleur match de ligue pour moi. Le match le plus abouti en soi et avec une très bonne attente. Je vois les gens vraiment enthousiastes. Je pense qu'il y a de bonnes raisons d'être enthousiaste dans la vie. Il faut toujours garder de l'enthousiasme, mais bon, c'est encore mieux quand cet enthousiasme repose sur des éléments concrets et objectifs. Le Real Madrid traversait une période de croissance particulièrement importante. Et pas seulement à cause de ces deux que l'on voit sur l'image, qui sont des protagonistes évidents, Xavi, Alonso et Mbappé, mais il y a aussi plein d'aspects qui sont vraiment intéressants et positifs pour l'équipe. Les deux plus représentatifs, je pense que c'est Xavi qui est en train de donner cette nouvelle identité au Madrid. Et puis, il ne lâche jamais dans aucun match. Il y a des moments dans les matchs où l'équipe, pour des raisons physiques, surtout en début de rencontre, baissait un peu de régime en seconde période. Après, c'était parce qu'on avait des joueurs qui se faisaient exclure. Alors, c'est normal qu'il y ait un petit coup de mou et que même si tu as déjà prévu ton plan, tu envisages de jouer avec un bloc plus bas en seconde période. Mais tu vois, l'équipe, quand personne ne se fait expulser, tu vois pas que l'équipe en seconde période répond déjà un peu mieux et exerce une meilleure pression. Que même ton attaquant n'est pas seulement dans une excellente forme de buteur, mais qu'en plus, il participe beaucoup dans cette première ligne défensive qui est celle qui attaque quand il faut presser haut, donc ça commence à bien se mettre en place. Les choses se passent vraiment bien quand tout roule parfaitement. C'est là que tu te dis ouh, je suis plus près de me planter, non? Et là, je me souviens d'une autre grande saison, celle d'il y a 2 ans avec Ancelotti, pour qu'ensuite les vidéos d'Ancelotti ne viennent pas nous dire je ne sais quoi. Ce Madrid-là était une vraie machine et avait très bien commencé, en plus avec une grande saison de Bellingham, mais on s'est complètement raté au Metropolitano et on a livré notre pire match. Tu vois, je pense que ce Madrid-là avait du mal au début des matchs et au début des deuxièmes mi-temps. L'équipe avançait un peu comme ça, déjà un peu relâché, puis comme on était très bon, on essayait de réagir et parfois on y arrivait, parfois non. Et ce match-là, c'est celui où on a perdu notre seul match de ligue contre un Atleti pour qui chaque rencontre au Metropolitano en septembre contre Madrid, c'est comme une finale. En fait, eh bien, les précédents sont là. Celui que tu as mentionné, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est un match qu'on peut vraiment prendre en compte. Un tournant pour comprendre un peu où nous en sommes, et je vais m'expliquer. En valorisant ce que nous faisons pour les résultats obtenus, mais surtout pour la base de progression dans le football et le jeu que développe le Madrid de Xabi Alonso. Tout cela, disons, il faut le vérifier face à des équipes plus exigeantes. Maintenant, nous allons affronter, pour ainsi dire, notre premier gros morceau. Ensuite, il y aura le classique. Je pense que oui, que ça va vraiment nous aider à voir jusqu'où cette équipe progresse et à quel point elle grandit, c'est sûr. L'Atlético de Madrid, certains diront, eh bien, Kik, on dirait qu'ils ne sont même pas en mesure de disputer le championnat. C'est ce qu'on dirait, mais il y a 2 points très clairs. D'abord, l'Atlético sort d'une belle remontée. C'est important pour eux sur le plan mental, vu ce qu'ils venaient de traverser. Et d'un autre côté, c'est évident, mais il faut le dire, l'Atlético de Madrid a un petit avantage supplémentaire face au Real Madrid, au Metropolitano. C'est-à-dire. Oui, et pas seulement cet atout-là, kick, celui contre Madrid. Le match de l'année, pour eux, c'est contre Madrid, et encore plus avec ses proches et tout ça. Et c'est pas seulement la remontée, c'est aussi un petit coup de boost moral que tu ramènes du dernier match, qu'il y a eu un moment de catharsis avec tes proches et tout ça, d'accord? Mais il est aussi à 9 points du Real Madrid, c'est-à-dire que c'est une situation très similaire à celle de l'année dernière. Souviens-toi, je ne sais pas si c'était comme il y a 2 ans, je ne me rappelle plus combien de points on avait. Ils étaient sûrement derrière, mais l'an dernier aussi, je crois que c'était 6 points ou quelque chose comme ça. C'était un peu comme si, s'ils ne battaient pas Madrid, ils sortaient de la Ligue. Eh bien, cette année encore plus, non? Ces 3 aspects les rendent vraiment dangereux, mec. Je pense bien que c'est Madrid. Ils devraient entrer en restant bien à l'écoute, c'est un classique. Les oreilles bien dressées et prêts à tout. Dès la première minute, ça m'a rappelé même le match de Ligue des Champions en mars, quand on nous a mis ce premier but. Le but qui nous remet à égalité dans les toutes premières minutes de la rencontre. Ça a été super rapide, je ne sais pas, vraiment très rapide. Oui, oui. Je voulais aussi ajouter que le Real Madrid, ce n'était pas avec Xabi Alonso. On ne le sait pas quand c'était avec Ancelotti. Mais
je me souviens qu'à certains moments, on disait que Madrid manquait de mordant pour confirmer les situations défavorables face aux plus grands rivaux. Je m'explique face à un Barça ou à l'Atlético de Madrid, les grands rivaux en Espagne. Quand on avait beaucoup d'avance sur eux, c'était pas qu'on voulait enfoncer le clou, c'est que ça nous était difficile de le faire. Espérons qu'avec Xabi Alonso, cela ne se produise pas et que, voyant que nous pouvons vraiment leur faire mal, nous en profitions. Parce qu'en plus, nous avons un potentiel footballistique qui justifie notre capacité à leur poser des problèmes. Et ça irait encore plus loin si tu analyses l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, il est à l'un des points avec Simeone Camus dans son propre camp, je crois. Plus vulnérable parce que il est vrai que l'an dernier, ils arrachaient des matchs à partir de la 90 minutes. Je parlais toujours avec ma compagne Anapola. Combien de matchs l'Atleti a-t-il bien pu gagner l'an dernier après la 90 minutes avec ses remontées au Metropolitano? Cette année, je les vois comme une vraie équipe. Qu'on peut lui poser des difficultés, qu'on peut le bousculer sur son propre terrain, lui qui a été si positif avec Simone pendant si longtemps. La rigueur, la structure. Chaque fois, sur ce point-là, je les sens un peu en baisse, même si d'un autre côté aussi. Il est clair qu'ils atteignent d'autres niveaux dans d'autres domaines. Je trouve que Pablo Barrios est un joueur très important, contrairement à Koch, que je vois de plus en plus comme un ancien joueur. Pablo Barrios commence à se montrer. On va voir le facteur Nico Gonzalez, qui peut être vraiment important pour eux. Le facteur Sorlo, Julian Alvarez, sans aucun doute, le joueur clairement le plus dangereux de cette équipe. On va voir comment il gère toute la zone de Vinicius. Avec un cadre qui prend de l'ampleur, ou avec Marco Llorente, qui aurait pu être exclu, mais qui ne l'a finalement pas été. Il y a beaucoup de questions dont nous allons voir comment elles se résolvent. Et je sais qu'elles peuvent être très importantes pour savoir s'ils peuvent ou non nous poser problème. Et si nous, de notre côté, pouvons vraiment leur en causer. Écoute, j'ai déjà beaucoup parlé du sujet de l'arbitrage dans mes vidéos. Et il se peut même que quand les gens verront cette vidéo, on sache déjà qui est l'arbitre désigné, puisque la désignation se fait 24 heures avant. On parlait beaucoup d'Albero Larojas, il semblait que ce serait lui avec Del Cerro Grande à la vidéo assistance en rompant avec la règle de territorialité qui empêche les arbitres de diriger des équipes de la région où ils sont nés et ainsi de suite. Eh bien, ou là où ils ont suivi leur école d'arbitrage, non? Et ça semblait de quoi? Albert, salut. Rojas et Del Cerro Grande peut, et qu'au final, c'est pas ça. Et du coup, les gens regardent cette vidéo qui n'est plus à jour. Non, parce qu'on l'enregistre jeudi après-midi. Mais bon, quel que soit l'arbitre, il y aura des histoires. Parce qu'en plus, il voit qu'il y a de l'agitation pendant. Enfin, il voit qu'il y a du remue-ménage. En gros, on prend des décisions qui vont à l'encontre du Real Madrid. Elles sont vraiment impressionnantes. Certaines sont décisives et marquantes. D'autres, comme une petite goutte qui tombe sans cesse, pas les petites fautes, mais les cartons jaunes que tu ne montres pas à l'adversaire et que par contre, on te montre à toi. Même si l'adversaire commet 2 fois plus de fautes que toi, et ainsi de suite. Mais je ne veux pas trop me focaliser sur ça, sur la question arbitrale, et c'est surtout pour cette raison. On fait ces vidéos chaque semaine, toi et moi, pour parler davantage de football, et c'est pour ça que j'ai mis la composition de l'autre jour contre le Levante. Que ce ne sera pas du tout la même composition contre l'Atlético de Madrid, loin de là, car on allait voir Militao à cet endroit-là. On va sûrement y aller, non, c'est certain, à Chouamini. On en vient à Carvajal, bon, le désalignement l'autre jour à Madrid, c'est vrai, son meilleur match. Il a fait en plus un match très intelligent, car on se demandait par quel côté l'équipe allait se lancer. Parce qu'on pensait qu'il pourrait y avoir une défense en 3-2. Piston long, un Fran Garcia, mais de l'autre côté, on disait non. Mais ici, autant dire que le numéro 1 ne peut pas être là, tu vois. Peut être la valeur, bien sûr. On a vu que Valverde rentrait vers l'axe de façon plutôt réussie. Oui, il était sur la droite. Donc il y avait une certaine symétrie, mais vraiment bien pensé. Comment aborder un Levante qui allait jouer en un 4-4-2? Et le 4-4-2 se bloque dès la relance. C'est à partir d'eux que se forment ces carrés. Ceux sur qui on peut mettre la pression. Et ensuite, au moment de passer à l'attaque, on peut investir ces espaces à gauche avec Fran Garcia et avec Vinicius sur la droite, avec Gouler qui était celui qui occupait cette zone. Et en plus, non, il était très ouvert et ça posait beaucoup de problèmes à Levante. Même avec des joueurs moins habituels, le Real Madrid tourne très bien et ses footballeurs comprennent ce que veut l'entraîneur. Toi, tu ferais combien de changements en plus de ceux dont on a parlé? Parce qu'ici, à Travellingham, dans cette nouvelle dynamique Y, bien sûr, il faut qu'il y en ait un qui tombe. Non? Oui. Bon, pour commencer par la fin. Pour ce qui est de Belling, je le sens.
sans aller dans une analyse plus poussée que ce qui paraît le plus naturel par position sur le terrain, ce serait que Bellingham remplace Arda Güler. Ce serait le plus naturel en faisant un peu ce mélange entre le poste 8 et celui de 10, mais pas sur le terrain. Mais, bien sûr, mais quand même, tu as parlé d'un terme, tu as dit symétrie. Il ne m'a pas semblé entendre. c'était un peu asymétrique. L'autre jour, le match. Oui, mais de notre côté, non, parce que l'occupation de l'espace était très naturelle. Je veux dire qu'ici, on voyait bien l'idée que peu importe ta position, l'essentiel, c'est que tu occupes un espace, et même un peu plus. On dirait un latéral. Frank Garcia donnait l'impression de jouer comme un milieu intérieur. Vinicius jouait le rôle de latéral offensif parce que Frank Garcia repiquait vers l'intérieur. Et là, il était souvent occupé par Vinicius, mais Mbappé venait souvent combiner en triangle avec Frank Vinicius. Plus Antonio avec Arda Güler, plus Valverde jouant en 6 et prenant la zone du 8 grâce à la poussée des défenseurs centraux. Il y avait beaucoup d'analyses là-dedans et oui, de la symétrie, mais toujours avec un certain ordre et une occupation logique de l'espace. Ce que je veux dire avec Bellingham, c'est que si Bellingham va entrer, moi, je ne vois pas Bellingham occuper davantage cette zone. Est-ce que quelqu'un va devoir occuper un peu plus cette zone? Qui c'est qui occupe la zone Mastantuono? Arda Güler, qu'on voit de plus en plus clairement évoluer vers l'intérieur. C'est vrai que lors du match contre Levante, en seconde mi-temps, il a fini comme ailier droit, qui est un poste qu'il a occupé assez souvent au Fenerbahçe et au début, au Real Madrid. Mais l'évolution évidente d'Arda et sa progression fulgurante vient justement du fait qu'il joue davantage vers l'intérieur. C'est qui le joueur que tu vas mettre sur le côté? Avec l'arrivée de Bellingham, Arda et aussi Antonio Valverde, qu'est-ce que tu envisages de proposer alors? Si c'était à moi de décider, bien sûr, deviner quelle disposition tactique Xavi Alonso va utiliser lors du derby, c'est impossible. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que Xavi Alonso est l'entraîneur qui, à ce stade de ses premières journées, a repris après Mourinho. Ancelotti, ainsi que Zinedine Zidane et Lopetegui, sont ceux qui ont utilisé le plus de systèmes différents. Pourquoi? C'est un homme qui en a 1000 et quelques idées dans son petit carnet ont encore beaucoup à explorer avec de nombreux systèmes variés et différents, avec le même objectif que ce dont nous avons parlé, occuper l'espace, être dynamique, élargir le jeu, créer un avantage à l'intérieur. Tout ça, d'accord? Alors voilà. La question, tu enlèves, enfin pour moi, c'est celui que je peux percevoir, peut être avec Carvajal, mais je vais m'arrêter là. Et on verra comment ça passe. C'est impossible de voir ça dans un match, peut-être pas même contre l'Atlético ou un autre grand. Voir à nouveau le Real Madrid avec le ballon, jouer avec 3 défenseurs centraux. Et pour moi, les 3 défenseurs centraux qui peuvent jouer dans ce système, bien sûr, ce sont Milito, House en vitesse, car de la vitesse, on en reparlera. Mais c'est un garçon qui peut clairement s'inscrire dans la durée comme un défenseur central moderne et de haut niveau. C'est donc évident, en revenant à l'aspect positif, de se poser la question lors d'un match de haut niveau contre de grandes équipes. 3 défenseurs centraux et au lieu de jouer avec des latéraux, jouer avec des pistons qui ne soient pas des latéraux de formation, qui ne soient pas un Carvajal, un Fran bien sûr, mais quelqu'un que tu puisses utiliser dans ce rôle. Qu'est-ce que j'en sais? La hauteur en plus, non? Ça te donne énormément de boulot. Valverde qui joue à l'intérieur et aussi milieu sur le côté. Vinicius qui travaille de plus en plus. Et en plus, tu peux l'accompagner avec Tchouaméni en prenant cette carte de couverture pour donner un coup de main dans différentes situations. De devoir couvrir du terrain, récupérer le ballon, se replier en course. C'est le joueur qui, disons, élargit le mieux la couverture défensive grâce à sa nature de latéral. Il peut presser plus efficacement, c'est très fluide, car en fait, il va le faire contre Levante. C'est que l'autre jour, il était à moitié défenseur central, à moitié latéral. C'est que souvent, Franck, bien sûr, il occupait cette zone sur le côté. Bien sûr, parce qu'avec le ballon, Madrid jouait à 3. Sans le ballon, les défenseurs centraux étaient 4. Raúl Asensio se décalait sur le côté, il passait au latéral. Alors, il restait à 4 à ce moment-là, c'est vrai. Est-ce que ça pourrait se reproduire avec Militao? Mais sans Fran Garcia et avec l'entrée de Valverde, dans le 11 type, c'est-à-dire que Valverde soit associé à Arda Güler d'un côté, Mbappé et Vinicius de l'autre avec Bellingham, et comment Bellingham occuperait cet espace. Et là, comme je suis en train de trop m'attarder, je termine cette partie sur Bellingham.
il pourrait très bien aller dans le quadrant gauche, du côté de la zone de Vinicius, et de l'autre côté Arda Güler avec Valverde. Encore plus avec Mbappé qui touche les extrémités droite à gauche, se déplaçant d'un côté à l'autre. Tu as 2 triangles. D'accord? 6 joueurs pour évoluer à l'intérieur et à l'extérieur. 3 défenseurs centraux et un attaquant mobile qui est Mbappé. Et tu as enlevé quelqu'un ou quoi? C'est Carvajal? En gros, tu joues sans arrière droit. Je veux dire que Carvajal va devenir un joueur avec ça. Je ne veux pas dire que Carvajal, non. Enfin, oui. Oui, pour ce match et tout, oui. Ce que je dis, c'est que Carvajal, si je voyais qu'il ne commence pas titulaire lors du derby et qu'il utilise un système proche de ce que j'ai décrit, ça peut sembler une approbation. Je comprends que le commentaire puisse donner cette impression. Xavi Alonso prend un risque, mais je ne trouverais pas du tout irréaliste qu'à un moment donné, il tente quelque chose de similaire. Et je veux dire quelque chose à ce sujet. Carvajal, je l'adore vraiment. Et dans ce genre de match, Carvajal aime, disons, l'animation. Il s'emballe comme pas possible. Mais Carvajal, il faut dire qu'il n'est pas vraiment au top en ce moment. Pour moi, en tout cas, il a commis de grosses erreurs. Des erreurs de jugement, de lecture du jeu et d'autres petites choses du genre. Je veux dire, je ne pense pas qu'en ce moment, ce soit si fou que ça pour Madrid de jouer sans Carvajal, même si pour moi, la logique reste de mettre Carvajal. Carrière, Ouzing, militance, défense, mais c'est l'option que j'ai laissée. Pour moi, à moyen terme, ça ne me paraît pas insensé. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans tout ce que tu m'as dit. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est de voir si l'autre jour, contre Levante, tu as remarqué ça. Et pourtant, les 10 premières minutes n'étaient pas vraiment terribles. Hein. Mais il y a eu un moment où Madrid avait complètement acculé Levante. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ils ne savaient même pas comment ressortir le ballon. Ils étaient en grande difficulté et Madrid jouait tout le temps dans leur camp. Qu'un rêve un peu fou, ça pourrait être lequel? Pour des équipes comme le Barça et tout, l'accès sera plus compliqué, d'accord, mais enfermer l'Atleti dans son propre camp. C'est pour ça que, comme tu dis, si tu peux faire ça, tu peux prendre les risques et donc tu veux faire entrer Bellingham. Bien sûr, il faut que si tu veux faire entrer Belling, tu ne veuilles pas non plus écarter Google, ni pas mal d'autres, ni tous ceux qui sont devant. C'est bien là la clé que tu as donnée. Faire entrer Belling pour stabiliser Aguilera et garder une bonne largeur de jeu. Bien sûr, mais alors comme on l'a dit, il faut enlever quelqu'un derrière, d'où l'idée de jouer à 3. Mais bon, c'est un essai qui peut être déjà testé à l'entraînement et tout, mais c'est quand même un essai compliqué pour le Metropolitano. Pour moi, Xavi est quelqu'un d'innovant et de courageux. Vraiment courageux. C'est-à-dire une personne qui a su tenir tête au fisc. Non, c'est pas un lâche. Au contraire, c'est un vrai héros, mec, complètement. C'est un vrai héros de guerre, franchement. Il a dit au fisc, on va au tribunal, on y va. Et j'ai gagné. Bon, donc très courageux, mais une sacrée surprise au Metropolitano. Ne pas la tenter, c'est là qu'il ne va pas la faire au Metropolitano. Je veux que ce soit clair, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué sur Twitter, que tu peux voir sur mon Twitter de Madrid. Mais je le vois quand même comme quelque chose qui, en reprenant ce qui s'est passé contre les ventes, je pourrais faire comme une version 2 de ça, une sorte de nouvelle édition. Au-delà de ça, face à Levante, il a essayé quelque chose qui, pour moi, reste jusqu'à aujourd'hui la solution tactique la plus efficace. C'était contre Levante ou cas, mais avec le ballon, ça m'a fait penser au Real Madrid. Et sans le ballon, un bloc pressingo plus organisé que ce que j'ai vu depuis longtemps. Et en plus, ces ballos-là ne figurent même pas dans aucune des 500 options pour être titulaire. Ce ballos a vraiment fait un super match. Ils ont tous super bien bougé, mon pote. Ils se sont tous très bien déplacés avec le ballon. Et sans ballon, ils ont parfaitement compris le jeu. En plus, tu vois que individuellement, chacun progresse à chaque match faisant un pas en avant. Mais en plus de ça, je peux te donner du repos à Tchouaméni, à Carvajal. De qui parle Théon? En théorie, il devrait être titulaire, mais peut-être qu'il ne le sera pas. Et puis, il y a aussi Belling qui est en train de se remettre, non? Franchement, moi, l'histoire que l'anglais entre en jeu. Alors, selon toi, à quel pourcentage Belling est-il de ce qu'il peut vraiment donner? Il n'est vraiment pas à 100%. Hein. Ça te va, un Belling à 70%, vu qu'il est tellement bon? Eh bien oui, mais j'ai vu ça tourner, l'équipe allait tellement vite, tellement rapide et agile que ça me semblerait être un peu bizarre de le voir dans le 11 titulaire, tu vois. C'est pas que ce que tu dis ne puisse pas arriver, mais c'est plutôt à cause du niveau du joueur, car franchement, objectivement, il n'est pas à 100%. Eh bien, il va nous falloir quelqu'un pour débloquer tout ce qu'il y a au milieu. Entre les deux milieux défensifs de l'Atleti et les deux défenseurs centraux de l'Atleti. Toute cette zone
il nous faut quelqu'un capable de débloquer la situation non seulement par des passes, mais aussi en portant le ballon. Y, talent, regarder les dernières passes, les combinaisons, les passes plus audacieuses. Ne pas trop faire tourner le jeu sur les côtés, car c'est un peu ce que l'Atleti va aussi chercher à proposer. Sur ce point, Belling sera très important pour moi. Moi, je pense que Bellingham va jouer un rôle important dans le derby. Oui, bien sûr. Je trouve pas étonnant qu'on les fasse jouer 60 ou 70 minutes. Ça me paraît pas. Ça ne me paraît pas fou. Ou s'il entre en jeu depuis le banc, bien sûr, c'est tout à fait naturel aussi. Mais je pense que Xavi peut préparer ça. Je trouve pas ça fou de penser que Xavi prépare le match en comptant sur Bellingham comme titulaire. Ça ne me paraît pas trop fou. Xavi a quelque chose de prévu, hein? Parce qu'il est clair, sans aucun doute, que nous allons récolter les bénéfices. Il va être titulaire, quoi qu'il arrive. Non, parce qu'il faudrait même dire la vérité. C'est que contre Levante, il a aussi joué. Vini, ce doute-là est déjà levé, mais imagine un peu qu'il n'y ait pas eu de match contre Levante en milieu de semaine. On parlerait de la titularisation ou non de Vinicius. Hein. C'est que l'affaire Vinicius, c'est tellement difficile à analyser avec le recul qu'on a. Je veux dire qu'au final, ce que nous montrent les données, c'est les données. Si on regarde les chiffres à froid, on comprend que pour Vinicius, tout ça ne se passe pas trop mal. Aux chiffres, ses passes décisives, ses ULS sont bons, non? Les chiffres, eh bien, sont bons. Et sont plutôt bons. Moi, ce que j'avais bien compris, c'est que par rapport à l'année dernière, il fallait faire quelque chose de différent. Je comprends ceux qui défendent beaucoup Vinicius. Je ne dis pas que je ne sois pas un grand défenseur de Vinicius, mais je ne défends pas tout chez Vinicius. Et je pense que ceux qui rendent un bien maigre service à Vinicius sont justement ceux qui le défendent surtout, sans exception. Mais bon, dans ce cas-là, ça, je le comprends. Ce que je comprends, c'est qu'il fallait envoyer à Vinicius un message différent pour qu'il saisisse. Quelque chose de nouveau. Si tu veux que Vinicius apporte quelque chose de différent à l'équipe, tu ne peux pas lui transmettre le même message qu'Ancelotti envoyait. Quel message envoyé par Ancelotti? Cette dernière année, hein, parce qu'avant ça avait bien marché pour Ancelotti, ça oui. Non, moi je parle du dernier Vinicius, mais le dernier Vinicius, c'est avec Mbappé. Quand il se rapproche davantage du Real Madrid, l'équation bicarrée change complètement. C'est plus très clair. Alors, la répartition des rôles, des attaquants, des passes et du jeu change. Alors, au moment où Mbappé arrive, tu changes, parce que c'est la réalité. Qu'on veuille ou non que Mbappé vienne, moi je le voulais, eh bien tout change. Ce qui est clair, c'est que Mbappé reste, tout change. Alors, on adresse à Vinicius un message disant que tout est pareil. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Et on confirme que tout n'est pas vraiment pareil au-delà des détails et tout ça. Alors, Xavi Alonso comprend qu'il doit être, comme toujours, celui qui réagit. C'est un homme d'action, un peu comme le Bruce Willis du Real Madrid. Alors, il comprend qu'il doit appuyer sur le bouton rouge. Il y en a d'autres qui n'osent pas appuyer sur le bouton. Il appuie aussi sur le bouton rouge parce qu'on lui en donne l'autorisation là-haut. Il appuie sur le bouton et ce bouton sert à favoriser Vinicius. Mais Xabi Alonso est un entraîneur extrêmement collectif, méticuleux, structuré. Il cherche avant tout le bénéfice collectif. Vinicius est un joueur qui agit de façon individuelle sans être individualiste, mais qui reste centré sur lui-même, parfois un peu égoïste, comme il ne devrait pas l'être, mais qui doit s'intégrer dans un groupe, qu'il en parle avec l'entraîneur. Et c'est là que se trouvait Vinicius. Et je pense que peut-être quelqu'un lui a fait passer le message. On a parlé d'une réunion qui aurait eu lieu quelque part, je ne sais pas trop, je n'en ai aucune idée. Mais ce Vinicius, à ce niveau-là, comprenant l'exercice du concret, du talent, de l'effort, d'aider, mais aussi de se distinguer, le tout porté par un groupe, ce Vinicius, c'est du velours. Parce que certains veulent faire croire que rien n'a changé. Bien sûr que ça a changé, voyons comment dire que rien n'a changé. Si tu as laissé Vinicius sur le banc pendant 2 ou 3 matchs et que tu l'as remplacé comme ça à la 65, à la 70 minutes, eh bien, dire qu'il ne s'est rien passé, c'est se voiler la face. Et après le match contre l'adversaire, comme on l'a vu, un autre Vinicius et d'autres choses. En plus, il aurait pu marquer 2 buts de plus et être à l'origine d'un autre. Bref, un superbe but et peut être qu'en secouant un peu l'arbre, Xabi Alonso a trouvé le fruit qu'il cherchait. Changer quelque chose chez Vinicius pour modifier la dynamique. Le truc, pour finir, c'est que le Metropolitano n'a jamais vraiment été un stade qui lui réussisse. Mais je ne sais pas, peut être à cause de l'ambiance. C'est là que les cris imitant des singes ont commencé. Là, beaucoup de choses ont commencé. Ils ont suspendu une poupée à son effigie sur un pont, pas au Metropolitano, mais bien par des gens qui vivent là-bas. Je ne sais pas, je le trouve toujours un peu dépassé, mec.
c'est justement pour ça que tu te dis peut-être, tiens, ça va être son match, non? Le côté ambiance? Vinicius a 90% de chances d'être titulaire. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, moi, je dirais à 90%. Ah, tu laisses un petit espace là. Pourquoi donc? Parce que si Xavi Alonso nous a appris quelque chose dans ses messages en tant qu'entraîneur, c'est à nous surprendre. Je pense que le vrai titulaire, moi, je pense, va être titulaire. J'allais lui dire, bien sûr, qui aurait imaginé que contre Marseille, pour ses débuts en Ligue des Champions au Bernabéu, il ne le serait pas. Et il ne l'a pas été, mon pote, il ne l'a pas été. Le truc, c'est qu'entre-temps, eh bien, il y a eu ce super match de billard. Alors, il se peut que, pour moi, ce qui est malin et pratique, c'est qu'après un grand match de Vinicius, où tout semble un peu mieux s'accorder, eh bien, donne-lui de la continuité. Moi, je le sortirais, mais avec Xabi Alonso, il pourra parfois y avoir une petite erreur, car celui qui prend des risques peut aussi perdre, mais Xabi Alonso reste avant tout un entraîneur. Agitateur, il fait des trucs Y quand tu fais beaucoup de choses. Parfois aussi, tu te trompes. Bien sûr, tu peux te tromper, mais espérons que ce ne soit pas contre l'Atlético de Madrid, car là, ça aurait plus de conséquences. Moi, dans ce sens-là, c'est pour ça que tout devrait rester comme une seule chose, pas un peu plus que ce qui est déjà réglé et qu'il ne fasse rien de trop différent. Mais bon, Xavi Alonso a toujours aussi le don de surprendre. Pour ceux qui nous écoutent depuis l'Amérique, qui nous regardent en Amérique, quand Kik a dit je le sortirais, il voulait dire je le mettrais. Oui, parce que quand je travaillais chez Bing Sport, parfois je disais je sortirais celui-là en voulant dire je le mettrais, et on me répondait mais tu le sortirais, tu l'enlèverais? Non, parce que eux souvent ils utilisent le sortir pour dire l'enlever, tu vois, c'est pour ça que je veux dire ça. Je mettrais Vinicius Junior titulaire pour le derby. Non, moi aussi exactement comme titulaire, oui bien sûr. Mon Kik, je te fais une grosse accolade mon pote, et voilà. On se retrouve la semaine prochaine justement pour l'après-match, et là on reprendra notre horaire habituel, ce sera lundi. Une accolade mon pote, une accolade, salut. Et vous aussi, mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, c'est important. Restez ici ou sur sa chaîne et voilà, on se retrouve la prochaine fois. Salut!